346 contrebandiers sud-américains vont être fusillés collectivement. À voir leurs expressions, ils regrettent tous amèrement leurs actes. Remarquez l'un d'entre eux qui tombe visiblement une fraction de seconde plus tard que les autres, il n'a peut-être pas été touché et fait seulement le mort. Et en effet, après le massacre, il s'extirpe de la pile de cadavres. On dit que si des armes nucléaires détruisaient le monde entier, seuls les cafards survivraient. Coïncidence, son surnom est justement le cafard. Mais cette résurrection ne lui a pas rappelé ses regrets face à la mort, au contraire, il est désormais convaincu d'être l'élu dans le monde des produits de contrebande. Son patron est mort, ses concurrents ont tous disparu, et toute l'Amérique du Sud est devenue son royaume exclusif. Cependant, il n'était auparavant qu'un artisan, il ne connaît que la production et ne maîtrise pas les réseaux de distribution. Maintenant, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à écouler sa marchandise, alors il va trouver le plus grand contrebandier de Colombie. Pour susciter l'intérêt de ce dernier, il lance un regard plein d'assurance et dit que ce produit se vend au gramme, et qu'un seul gramme peut rapporter 10 $. Dans l'Amérique du Sud arriérée des années 70, 10 $ est un prix absolument exorbitant. Mais contre toute attente, l'autre ne montre pas l'enthousiasme escompté et prononce calmement une phrase qui dépasse son entendement. Es que usted no tiene visión, hermano. Si aquí cuesta 10 $ al gramo, ¿cuánto cree pues que va a costar en Miami? En l'entendant, le cafard a une illumination. Miami est justement un endroit où les produits de contrebande se font rares, d'autant plus que les Américains sont riches et mènent une vie fastueuse. Pourtant, ce qui ouvre encore plus les yeux du cafard, c'est que ce contrebandier semble être né pour le transport. Dès la première transaction, il signe avec lui une commande colossale, payée comptant. Il cache la cocaïne sous les ailes des voitures, chaque roue peut dissimuler 5 kilos, ce qui porte le volume de transport de 3 voitures au chiffre ahurissant de 60 kilos. Ils ont corrompu tous les douaniers du Pérou à la Colombie, le passage de la frontière se fait donc sans la moindre encombre. Deuxième étape, de la Colombie à Miami, aux États-Unis, le contrebandier a une nouvelle idée. Il cache 5 kilos de produits stupéfiants dans une veste sur mesure, puis confie le transport corporel à un jeune subordonné ayant grandi aux États-Unis. Le jeune homme est audacieux, n'hésite pas à soudoyer les douaniers, et passe ainsi la frontière sans problème. Après avoir remis la marchandise aux distributeurs locaux, il retourne sans relâche en Colombie pour le prochain convoi. En quelques jours d'aller-retour, les 60 kilos sont entièrement écoulés. Une vente aussi rapide prouve l'étendue du réseau et des ressources du contrebandier, tout en confirmant la technique remarquable et la qualité supérieure du produit du cafard. Le contrebandier empoche facilement 540 000 $, il décide alors d'acheter une maison et de transférer directement l'atelier de fabrication du cafard en Colombie, ce qu'ils appellent le laboratoire. L'un vise la perfection dans la production, l'autre ouvre constamment de nouvelles routes de transport. C'est ainsi qu'un empire criminel de la drogue, dont la richesse rivalise avec celle de nations entières, s'élève discrètement. Il va bouleverser le paysage de la contrebande en Amérique du Sud et du Nord, provoquer une fuite massive de dollars, au point que le président des États-Unis le désignera comme l'ennemi public numéro 1. Et bien sûr, d'innombrables personnes seront plongées dans un enfer à cause de cela. L'initiateur de tout cela n'est autre que ce contrebandier de génie, Pablo Escobar. À ses débuts, Pablo entraînait son cousin Gustavo dans la contrebande d'électroménager et de tabac, et son talent pour le crime était déjà évident à cette époque. La douane a intercepté son convoi. Normalement, il avait déjà graissé la patte aux gardes de tous les barrages sur cette route, mais aujourd'hui, l'équipe a été remplacée, avec la volonté manifeste de lui soutirer encore plus d'argent. Pablo ne s'est pas affolé, il a plutôt interpellé le commandant par son nom exact, avant de nommer avec précision les 3 gardes à côté de lui. Au début, le commandant n'y a prêté aucune attention et a ordonné d'ouvrir immédiatement les conteneurs. Ni siquiera es capaz de esconder su mercancía, su contrabando. Es que yo pago por el privilegio, coronel. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Y los papeles de importación? Necesita papeles para esos televisores. Lléveselos. Sa remarque a fait rire un autre officier, leur appétit allait évidemment bien au-delà de ses marchandises. Qué pena, señor Escobar, pero es que nosotros no somos la policía de Medellín que se gana una mierda a la semana. No, hermano, es que no es para usted. Entonces... Es para Carlitos, su hijo. Le sourire du commandant a immédiatement disparu. En fait, Pablo ne s'engage jamais dans une bataille sans préparation, il avait déjà enquêté sur les familles de tous les policiers, connaissant même jusqu'au moindre détail de la maîtresse de l'un d'entre eux. Il a généreusement proposé d'offrir de somptueux cadeaux à leur famille. Le message sous-jacent était clair, je peux leur livrer des cadeaux, tout comme je peux leur livrer des balles avec précision. Fort de cet atout, il a commencé à asseoir son autorité. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. En entendant cela, le commandant n'a eu d'autre choix que d'avaler la couleuvre, pouvoir prendre quelques cadeaux, c'était déjà bien, autant s'en contenter. Listo, pues.
Dans le monde de Pablo, il ne croit qu'en deux armes absolues, l'argent et la violence. La violence sert à écraser les faibles, tandis que l'argent sert à acheter le pouvoir. Il est convaincu qu'aucun fonctionnaire n'est insensible au pot de vin. Mais corrompre à tout va finir par l'ennuyer, il se dit qu'il vaudrait mieux devenir président lui-même. Peut-être que cette phrase n'était qu'une plaisanterie pour lui à l'époque, mais le véritable tournant trouve son origine dans sa rencontre avec le cafard. Son talent criminel dans le domaine des stupéfiants est alors devenu incontrôlable, ce qui nous ramène à l'histoire précédente. Après avoir gagné son premier pactole, il s'est métamorphosé en un véritable magnate de la richesse. Bien sûr, cette envergure était loin d'être suffisante, il a directement remplacé les petites voitures qui transportaient les matières premières de la drogue par de gros camions. Son cousin Gustavo passait la frontière sous le couvert de l'importation légale de pommes de terre du Pérou, cachant 20 kg de matières premières dans chaque roue de secours, permettant de transporter de 200 à 300 kg à chaque voyage. Et le laboratoire de drogue, sous la responsabilité du cafard, tournait à plein régime pour produire. À une telle échelle, le précédent modèle de transport corporel humain n'était manifestement plus viable. Ce jeune sbire de Pablo, surnommé le Lion, est également un prodige du crime. À coups de pots de vin exorbitants, il achète le commandant de bord et le copilote, dissimulant 15 kg de stupéfiants dans leurs mallettes respectives. Le reste est réparti en petits sachets, trempés dans de l'huile alimentaire, puis avalés par un groupe de femmes pour être ensuite expulsées une fois arrivées aux États-Unis. Chaque femme touchait 10 000 $ pour avaler 50 sachets, et les femmes enceintes pouvaient en avaler 20 de plus, car la douane américaine ne fouille pas les femmes enceintes. Poussées par l'appât du gain, ces femmes étaient prêtes à risquer leur vie. C'était la toute première méthode, cruelle et inhumaine, de mule corporelle. Après avoir accompli cette nouvelle percée, le laboratoire a encore augmenté sa production, et les anciens paquets souples de drogue se sont directement transformés en briques. Pablo a demandé à son cousin de trouver un desperado qui faisait de la contrebande de marijuana avec de petits avions, appâtés par des commissions astronomiques. L'homme a accepté de se reconvertir pour transporter de la drogue pour lui. Más o menos cuánto por vuelo. ¿A dónde? Miami. Serán por ahí unos 1000 kilos. 1000 kilos. Évidemment, les deux frères n'étaient pas très satisfaits par un volume de transport d'une tonne. Gustavo s'est approché de l'avion. ¿Qué pasa si sacamos los asientos, los tapetes, los extintores y todo eso que no sirve y dejamos solamente espacio para el piloto? Menos el motor. ¿Cuánto? ¿Serán 300 más? Y esto pues, señor Carlos. Cuadremos esta vuelta. Et c'est ainsi qu'en quelques mois seulement, Pablo a bâti son propre empire commercial.